Bonjour à tous. Bonjour donc aux premiers participants qui viennent de se connecter donc à ce séminaire en ligne dédié aux technologies donc Power Protect. On va attendre que les gens se connectent et puis on démarrera ce webinaire avec donc SCC et Dell Technologies. Pour démarrer, je vais laisser la parole à Pascal Sebas, donc, qui est notre BU Manager Data Protection chez SCC. Bonjour, donc je vais vous présenter effectivement SCC qui est le premier groupe informatique européen fondé par des Anglais, donc c'est une société à capitaux privés, non cotée en bourse. Nous sommes 5000 salariés répartis en Europe, entre la France, l'Espagne, l'Angleterre et la Roumanie, pour un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros. Avec une attention particulière sur la France, où nous sommes 3200 salariés, où cette année, nous avons clôturé notre année fiscale à 1,9 milliard. Ce slide date de quelques nécessite une petite mise à jour, mais voilà, nous avons clôturé l'année à 1,9 milliard. Donc nous avons pas mal d'entités, donc tout ce qui est autour du recyclage et du recyclage des plateaux téléphoniques, de centres d'appel, du financement avec Rugby Capital et de l'hébergement et du service managé autour de notre entité Flowline, qui font tous partie bien sûr du groupe SCC France. Donc les principales activités tournent autour comme vous le voyez au niveau des chiffres d'affaires complètement à droite du slide, sur le 25% des grands comptes, 30% de SMB et 45% dans le secteur privé, avec sur la partie service 78% d'intégration de delivery, donc suite à nos ventes de logiciels et d'infrastructures, 12% de services purs et 10% de financement. Voilà principalement notre activité. Et maintenant que je vais vous présenter, je vais faire un peu de teasing autour de la présentation, notamment sur Office 365, mais pas que. Juste un petit rappel, Microsoft a mis à jour plus ou moins récemment ses conditions de vente, qui précise que c'est à l'utilisateur d'assurer ses propres sauvegardes. Donc, ce qui n'était pas forcément aussi clairement détaillé et décrit dans un premier temps, là, c'est effectivement, c'est clair, c'est que c'est à l'utilisateur de réaliser ses propres sauvegardes. Salesforce a également procédé à la même communication depuis un peu plus longtemps, depuis 6 mois, 1 an environ, rappelant que c'est également à l'utilisateur d'assurer ses propres sauvegardes. Donc effectivement c'est la thématique du jour, et je vais laisser François Christophe dérouler la présentation. Très bien, merci beaucoup Pascal. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler de protection des données as a service. Alors, que recherchent nos clients quand ils souscrivent à une offre de service pour protéger leurs données? Tout d'abord, ne plus avoir à installer de matériel ni de logiciel, ne plus avoir à maintenir en condition opérationnelle une infrastructure sur les data centers. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'ils vont chercher la souplesse du cloud et l'évolutivité du cloud, la capacité de pouvoir accroître la capacité de stockage aussi rapidement que l'on augmente le nombre d'utilisateurs dans l'entreprise, par exemple. Ils vont rechercher une expérience utilisateur simple, puisque tout le monde sait interagir avec un navigateur web, et donc tout le monde saura interagir avec une offre as a service. Par contre, ils recherchent un modèle commercial transparent, donc ne pas avoir de mauvaises surprises. Et ça, quelquefois, les offres cloud, il y a eu un engouement au début parce que tout le monde s'est rué vers les hyperscalers, et puis on a découvert des coûts cachés, et il y a eu un petit retour en arrière pendant un certain temps. Donc, on va voir qu'on a vraiment pris soin à ce que le modèle de commercialisation de cette offre soit le plus transparent possible. Et puis, quand on parle de cloud, il y a vraiment un gros point noir en général, c'est quid de la sécurité, de la confidentialité des données que je vais stocker dans le cloud pour les sauvegarder.
Donc ce point est fondamental et là encore, on va passer en revue les différentes solutions que l'on a mis en œuvre pour répondre à cette interrogation légitime. Et puis, le dernier point qui est très important lorsqu'on va utiliser un service tournant dans le cloud, c'est qu'on va pouvoir faire une valorisation des données beaucoup plus importante que ce qu'on aurait pu faire si on avait réalisé la sauvegarde des données on-premise. Et vraiment, on va insister sur cet aspect-là parce qu'au-delà de la nécessité de sauvegarder les données pour pouvoir les restaurer, on va voir qu'on va pouvoir faire du data management très complexe avec cette offre de service. Alors, Power Protect Backup Service, comme je vous le disais, c'est plus qu'une simple plateforme de sauvegarde des workloads en mode SaaS. Donc, on va effectivement être en mesure de sauvegarder la suite Microsoft Online, Microsoft 365. Comme Pascal disait, maintenant, c'est très important parce que les cloud providers n'assurent plus que la durabilité des infrastructures, mais si jamais vous perdez des données, si jamais vos données sont prises en otage par un cryptolocker, vous êtes responsable de devoir restaurer les données. On a ajouté à Microsoft l'équivalent chez Google et également Salesforce. Mais on a ajouté à cette possibilité de faire la sauvegarde et la restauration des infrastructures un certain nombre de services. Alors tout d'abord, on a adjoint à la sauvegarde et les workloads SaaS, les endpoints, c'est-à-dire les laptops, les desktops, mais également les smartphones et autres tablettes qui, elles aussi, vont contenir des données qu'il est très important de sécuriser. Donc, on va faire une sauvegarde et une restauration de ces infrastructures. On va être en mesure de pérenniser l'information. Alors, ce n'est pas un véritable archivage, c'est-à-dire qu'on ne va pas traiter de métadonnées dans le contenu, mais on va pouvoir faire des rétentions très longues, peut-être pour répondre à des contraintes légales de rétention pendant plusieurs années, bien entendu, à un coût acceptable dans le cloud. Ensuite, on va être en mesure de pouvoir restaurer des données saines en cas de cryptage de ces données très importantes dans les environnements Office 365 ou sur les postes de travail. Comme je vous disais, le data management est quelque chose de très important, donc on va pouvoir faire, bien entendu, de la recherche pour restaurer l'information, quel que soit le support qu'il avait contenu. On a peut-être eu un document qui a transité par une messagerie en tant que pièce jointe. On a pu le travailler sur un poste de travail ou sur une tablette avant de le redistribuer. Et quand on va vouloir restaurer l'information, on ne se rappelle plus quelle était l'occurrence de l'infrastructure qui, en dernier, a contenu le document en question. Donc, on va être en mesure de faire une recherche par le contenu et d'être capable de restaurer la bonne version de chaque document. On va être en mesure également de s'assurer que l'on respecte bien les contraintes légales de compliance en termes de rétention, en termes de fuite de données. Et puis, on va être en mesure aussi, on va le voir, de pouvoir désactiver peut-être à distance un dispositif si jamais ce dispositif a été volé, a été perdu ou son utilisateur a été usurpé. Alors, Power Protect Backup Service, deux piliers, donc tout ce qui est la suite Microsoft 365 et les autres workloads SaaS, on va vraiment insister dessus aujourd'hui, et puis les endpoints. Trois grandes facettes, la protection des données, donc la protection, la sauvegarde de manière à être en mesure de restaurer, la résilience, être en mesure de repartir si jamais les données ont été prises en otage ou si jamais l'infrastructure avait été détruite. Donc là, l'infrastructure, ça ne se pose plus puisque l'infrastructure est dans le cloud. Et puis, le respect de la gouvernance. On s'appuie sur quelques facettes technologiques de manière à pouvoir offrir ces services. Tout d'abord, la déduplication globale efficace.
Quand on est dans un mode de cloud, l'économie de la bande passante, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, on va être en mesure de réduire le volume de données que l'on va transférer vers le cloud ou depuis le cloud ou entre différents clouds, entre Salesforce et Amazon, entre Microsoft et Amazon, grâce à la déduplication. Les technologies du cloud vont nous permettre d'avoir une scalabilité à la demande, et puis les services de data management vont nous permettre de valoriser le contenu qui est stocké dans le cloud et de garantir la souveraineté des données. Alors, pour mettre en œuvre ce système de manière à être totalement transparent, nous avons OEMisé une technologie qui a été initialement introduite par Druva, et nous utilisons les data centers d'Amazon pour héberger notre service. Alors, Power Protect Backup Service, comme je le disais, la sécurité, la souveraineté des données, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nos clients, et c'est pour ça que l'on a mis en œuvre une infrastructure extrêmement durcie, et surtout avoir la certitude que les données françaises, de clients français qui sont sauvegardées dans le cloud ne seront stockées qu'en France, et il n'y aura pas de copie, par exemple, aux États-Unis qui pourrait être soumise au Cloud Act, par exemple. Donc, à la souscription de l'offre de service, on va être en mesure de choisir la région dans laquelle les données seront stockées. En Europe, on a quatre régions qui sont disponibles. On a la possibilité, pour ce qui nous intéresse, de stocker les données en France. Alors, quand on parle de région, il ne faut pas confondre région avec zone de disponibilité. Quand on choisit la région France, on va avoir 3 zones de disponibilité qui, au sens Amazon du terme, ce sont des data centers qui sont implantés en France. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 3 zones de disponibilité? Parce qu'on va avoir en permanence 3 copies des données et 3 copies des métadonnées dans 3 data centers de la région choisie, qui vont nous permettre d'avoir une durabilité de 7.9 et une disponibilité de 4.9. Alors, ces chiffres ne parlent pas beaucoup. Une disponibilité de 4.9, c'est-à-dire que le service sera au maximum indisponible 53 minutes par an, et une durabilité de 7.9, c'est si jamais vous stockez 1 million de fichiers vous sauvegardez 1 million de fichiers grâce au service de sauvegarde, la probabilité que vous perdiez un fichier est inférieure à 1 fichier tous les 10 ans. Donc, on a une très grande sécurité, robustesse du système. Alors, la sécurité en tant que telle est primordiale. Donc, tout d'abord, on est basé sur une sécurité zéro trust. On ne fait confiance à personne. On doit toujours vérifier, valider l'identité, l'origine de la connexion. On a un cryptage à 2 facteurs. Lors du transfert des données et lors du stockage des données dans le cloud, et bien entendu, tous les moyens d'accès sont contrôlés par des role-based access qui vont nous permettre de vérifier les identités. Alors, Amazon respecte déjà des normes de sécurité très strictes. Le service Power Protect Backup Service met au-dessus de ces normes de sécurité d'infrastructure, des sécurités de connexion et de validation, d'authentification encore supérieures. Alors, lorsque on va choisir de souscrire au service, lorsque l'on est basé en France, on va choisir le service qui est à Paris, mais on peut aussi avoir besoin, lorsqu'on est une société multinationale, d'avoir des réplications dans plusieurs autres parties du monde. Et on voit que le service, la couverture du service est vraiment globale et qu'on va pouvoir avoir la même qualité de service où que l'on se trouve sur la planète. Là encore, c'est uniquement au choix de l'utilisateur de dire « je veux répliquer dans une autre région » ou « je veux que mes données restent dans la même région ». Alors, les points clés de la sécurité, je ne vais pas revenir dessus. Ce qui est important, c'est qu'on a la possibilité, lorsque par exemple on est en transition, vous aviez un serveur Microsoft Exchange on-premise, comme beaucoup de nos clients, et vous migrez vers Office 365, Microsoft
255 Exchange Online, eh bien, on va pouvoir utiliser le service de Snowledge d'AWS qui va nous permettre d'injecter le contenu de vos serveurs Exchange dans le service de manière à être en mesure de faire une restauration à partir du service SaaS, eh bien, du contenu d'une boîte aux lettres qui a pu être créée il y a 2 ans pour, par exemple, des contraintes légales. La plateforme sera mise à jour automatiquement 2 fois par mois, mais totalement transparente pour l'utilisateur, donc absolument transparente lorsque l'on parle de workload SaaS. Lorsque on fait la sauvegarde d'un endpoint, d'un laptop ou d'un desktop, eh bien, on aura une mise à jour automatique des agents. Là, la transparence sera évidemment un peu moindre puisqu'on va utiliser de la ressource pour ce faire, mais c'est quelque chose qui est totalement habituel lorsque l'on met à jour des applications sur un smartphone, par exemple. Alors l'efficacité, j'en ai parlé rapidement. La sauvegarde est efficace parce qu'on a une déduplication à la source. Elle est efficace parce que l'algorithme est basé sur des blocs variables et donc on va être en mesure de repérer les commonalités entre les flux de données. Et elle est globale, mais elle n'est pas globale de manière générale, c'est-à-dire qu'on ne va pas dédupliquer vos données avec les données d'un autre client qui est utilisateur du service. C'est-à-dire que uniquement les données créées par vos collaborateurs, créées par vos boîtes mail, vos postes de travail seront dédupliquées ensemble de manière à garantir cette étanchéité totale entre les clients et garantir la souveraineté des données. C'est extrêmement important. Ensuite, on va faire en gros de l'incrémental forever. On ne va transférer que ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde, mais le système va en permanence reconstruire une image globale des données protégées dans le cloud de manière à être en mesure de restaurer rapidement à la demande l'intégralité d'un poste de travail, l'intégralité d'une boîte aux lettres ou d'un Teams par exemple. La simplicité, c'est le but de l'offre SaaS, hein, pas de logiciel installé, pas d'upgrade, pas de patch, pas de gestion de cluster, toute la quincaillerie habituelle. L'administration est centralisée et elle, comme on va le voir dans la démonstration, elle est identique quel que soit le workload concerné. On a la même console d'administration que l'on administre de l'Exchange Online, du Teams ou que l'on veuille restaurer un poste de travail d'un collaborateur. L'évolutivité est illimitée, hein, on a du scale out, vous rajoutez de la capacité comme vous voulez, c'est très souple dans un sens comme dans l'autre. Alors, pour Protect Backup Service, une expérience unifiée, comme je vous le disais tout à l'heure, la même interface, quel que soit le workload, c'est déployé en 15 minutes. Ce n'est pas forcément l'apanage des équipes IT. Hein, ça peut être, par exemple, les équipes des RH. Lorsque vous avez un nouvel employé qui arrive, la première chose que l'on fait, c'est qu'on lui crée un compte, une boîte aux lettres. Eh bien, il va falloir sauvegarder cette boîte aux lettres et donc on peut souscrire immédiatement au service, rajouter un compte utilisateur d'un simple clic dans une interface. Ça n'a absolument rien de technique. Alors, pour Protect Backup Service, 4 facettes essentielles. La première chose, c'est évidemment garder les données disponibles. Hein. Et la sauvegarde est le premier moyen de garder les données disponibles. On voit vraiment l'illustration avec l'actualité récente. 2 cas, l'incendie d'OVH, il y a eu beaucoup de clients qui n'avaient pas fait de sauvegarde et lorsque le data center strasbourgeois d'OVH a pris feu, eh bien, ils ont perdu des données. De même, lorsque vous êtes victime d'un cryptolocker, si jamais vous n'avez pas de moyen de restaurer les données, à part payer la rançon ou dire perte sèche des données, il n'y a pas d'autre moyen. Donc, la disponibilité des données passe par une sauvegarde. Ensuite, la sécurité des données, on en a parlé, donc il faut empêcher que quelqu'un d'autre puisse accéder à vos données sauvegardées dans le cloud pour pouvoir les restaurer alors qu'ils n'ont pas les droits ou pour pouvoir voler les données. Ensuite, la compliance, donc tout ce qui va être autour du data management. Donc, on va pouvoir définir des règles de collecte proactive. On va pouvoir définir automatiquement des périodes de rétention. Par exemple, la législation impose que des données, par exemple, de vidéosurveillance ne soient pas conservées plus de 30 jours. On a d'autres législations qui vont s'appliquer
appliqué à d'autres types de données, on va pouvoir définir automatiquement ces profils de manière à ce que les données soient systématiquement sauvegardées, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et que les périodes de rétention soient en conformité avec les législations. Et puis, on va avoir également des services de résilience. On va en permanence regarder si les données que l'on a sauvegardées ne sont pas corrompues, par exemple par un cryptolocker. Et à ce moment-là, on va désactiver la possibilité de restaurer cette occurrence de sauvegarde pour éviter que les données restaurées ne détruisent les données qui n'auraient pas encore été contaminées, etc. Et de même, on va s'apercevoir qu'il y a des violations. On va illustrer ça avec les fuites de données, par exemple. Et j'en ai dit pas plus parce qu'on va regarder ça d'un peu plus près dans un instant. Alors, tout d'abord, intéressons-nous au workload SaaS et en particulier à Microsoft 365. Et puis, nous parlerons des endpoints que sont les laptops et les devices mobiles. Alors, dans le monde de Microsoft 365, comme vous le savez, il y a 4 facettes. Il y a Exchange, la messagerie, il y a Teams, le travail collaboratif, avec SharePoint, avec une intrication importante entre les deux, et puis OneDrive qui nous permet également de sauver des fichiers, de stocker des fichiers dans le cloud et de partager facilement. Eh bien, Power Protect Backup Service va permettre de sauvegarder tous les éléments de cette suite Microsoft de la même manière et de pouvoir faire surtout une recherche transverse, c'est-à-dire que vous allez pouvoir restaurer un élément d'information, qu'il se situe encore dans la messagerie, qu'il ait été stocké dans OneDrive ou qu'il ait été partagé par Teams ou par SharePoint. Alors, commençons par la messagerie, Exchange Online. Donc, on a bien entendu la possibilité de faire une sauvegarde complète, bien entendu des boîtes aux lettres, des tâches, des calendriers, des contacts et des notes. Lorsqu'on a fait une sauvegarde, c'est pour faire une restauration. Donc, on peut faire une restauration globale. On peut restaurer toute la messagerie d'un utilisateur en écrasant le contenu précédent, ou on peut faire une restauration dans un autre compte. Ça, c'est très utile, par exemple, lorsqu'on a un transfert entre 2 employés, un qui quitte l'entreprise et un nouveau. On peut vouloir faire une restauration totale ou parcellaire des mails qui avaient été adressés à l'employé précédent de manière à avoir une continuité dans les activités. On va pouvoir, bien entendu, faire une restauration granulaire d'un élément spécifique. Cet élément va pouvoir remplacer le précédent ou va pouvoir être ajouté avec un numéro de version, par exemple. Sur l'apport de valeur, on va être en mesure d'analyser le contenu de manière à pouvoir déterminer si ce que l'on a sauvegardé est par exemple des données personnelles, et si jamais c'est le cas, peut-être que l'on va, pour être compliant avec la GDPR, pouvoir faire valoir le droit à l'oubli de l'employé. On va voir, comme on va voir tout à l'heure, qu'on va monitorer s'il y a des fuites de données ou si par exemple un dispositif n'a pas, la boîte aux lettres n'a pas été sauvegardée depuis un certain temps. C'est quelque chose qui peut être anormal et donc on va pouvoir désactiver le contenu ou crypter le contenu de manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite de données. Alors pour les autres facettes du service de Microsoft, on fait exactement la même chose. Donc, pour OneDrive, on va pouvoir faire une sauvegarde complète, bien entendu, de tous les fichiers, mais aussi des métadonnées, que ce soit des dossiers publics ou des dossiers privés. Les sauvegardes vont être planifiées par l'administrateur ou un utilisateur va pouvoir dire, voilà, je viens d'uploader un document important, donc je veux faire une sauvegarde tout de suite de ce document extrêmement important pour moi. La restauration va être également, comme pour Exchange, soit totale, soit granulaire, en mode self-service où l'administrateur va pouvoir planifier une restauration. On peut mettre en œuvre un service de type par ticket, par exemple, pour faire un intermédiaire entre l'utilisateur final et le service de restauration si on ne veut pas donner accès à l'ensemble des ressources aux utilisateurs. Pour l'apport de valeur, c'est exactement la même chose. On regarde si les données stockées sont conformes à la politique locale ou nationale et on a la possibilité de faire une recherche fédérée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où se situe ce que l'on cherche. C'est dans OneDrive, c'est dans Teams, c'est dans SharePoint, je ne sais pas, mais je veux restaurer le contenu.
Pour SharePoint, la même chose, une sauvegarde complète, que ce soit des fermes classiques, entre guillemets, ou qu'il y ait une fédération avec Teams. Et dans ce cas-là, on va être en mesure de sauvegarder les dossiers, les fichiers, les sites, les bibliothèques, tous les templates, etc. Donc vraiment l'intégralité de la configuration. La restauration va être là encore totale ou parcellaire. On va pouvoir restaurer dans le site d'origine ou faire une copie dans un nouveau site, mais on va aussi pouvoir faire un téléchargement, c'est-à-dire que je veux pouvoir restaurer des données qui m'appartiennent, qui ont été publiées dans SharePoint sur mon poste de travail et non pas les laisser dans le cloud. L'apport de valeur est exactement la même chose que pour les autres. La recherche fédérée est extrêmement importante parce que dans le cadre de travail collaboratif, eh bien, on ne sait pas forcément où se situent les éléments importants. Teams, dernière facette de Microsoft 365, eh bien, on va faire une sauvegarde de tous les channels standards et privés, intra ou inter-Teams, bien entendu les données et les métadonnées, et on va pouvoir restaurer et sauvegarder eh bien, les objets qui sont stockés en fait dans OneDrive et non pas dans le Teams, et donc avoir une transparence dans l'accès aux données, quel que soit le mode d'organisation que l'administrateur de Microsoft 365 a choisi pour vous. La restauration, c'est la même chose, parcellaire ou totale, complète ou certains settings en particulier. Et pour l'apport de valeur, toujours la possibilité de faire une recherche fédérée. Et on va avoir également des monitoring des activités, c'est-à-dire qu'on va voir s'il y a peut-être des utilisateurs qui cherchent à capter de l'information ou qui outrepassent leur rôle. Et là, on va pouvoir avoir des alertes, comme on va le voir dans un instant. Alors, dans l'équivalent Google, on fait la même chose. On protège la messagerie, on protège Gmail et on protège le partage en protégeant Google Drive. Là encore, on va être en mesure de faire des recherches fédérées entre les deux éléments. On va être en mesure de mettre en œuvre des stratégies de sauvegarde et de rétention unifiées. Pour Salesforce, comme Pascal l'a évoqué, il est nécessaire de pouvoir faire une sauvegarde puisque Salesforce ne garantit pas que vous pourrez revenir à un état antérieur si vous avez fait une mise à jour, une modification intempestive. Et bien là, le service est totalement transparent puisqu'on s'intègre dans l'interface native de SFDC et donc vous allez pouvoir, à partir de l'interface SFDC, eh bien, faire des sauvegardes automatiques ou des restauration à la demande avec une visibilité centralisée via cette interface. Alors, en ce qui concerne les endpoints, c'est-à-dire les desktops, les laptops, bien entendu, là, on va être obligé de déployer un agent de sauvegarde sur ces dispositifs. Alors, bien entendu, on a des agents pour tous les operating systems, que ce soit Windows, macOS, Linux, iOS, Android, et on va pouvoir s'intégrer au framework de gestion des devices mobiles. Il est hors de question d'aller déployer à la main ou demander à l'utilisateur s'il veut bien installer l'outil qui va permettre de sauvegarder son poste de travail. Donc, on va s'intégrer dans VMware AirWatch, dans Mobile Iron, dans MS 360 d'IBM, de manière à quel que soit le framework de gestion que vous utilisiez, eh bien, le service soit automatiquement implanté dans les devices. Alors, comme on a des operating systems, enfin une couverture de tous les operating systems, passer de Windows à macOS, de passer d'Android à iOS est très simple. On va pouvoir restaurer les données de l'environnement précédent sur le nouvel environnement de manière totalement transparente. Alors, bien entendu, pour l'utilisateur, eh bien, l'expérience doit être simple. Donc, le single sign-on est fondamental. Donc, on va supporter les normes comme SAML qui va nous permettre d'avoir une identification unique de l'utilisateur. Et une fois qu'il est authentifié dans le système, il va pouvoir restaurer les données dont il est propriétaire, que ce soit dans sa messagerie, que ce soit sur son poste de travail, que ce soit sur son smartphone ou sa tablette. Alors, comme on va le voir par la suite, lorsque l'on sauvegarde des postes de travail, si le poste de travail se situe et localisé dans un endroit où il ne devrait pas être, ou si jamais on a identifié que, eh bien, on a coupé les connexions justement pour éviter d'être repéré, eh bien, on va pouvoir, si jamais les backups n'ont pas été mis en œuvre depuis un certain temps, supprimer
les données dans la sauvegarde, mais aussi supprimer les données sur le poste de travail de manière à éviter les fuites de données. Alors, si on ne veut pas aller jusqu'à la suppression pure et simple, on peut crypter les données et bien entendu, on ne fournit pas la clé de décryptage à l'utilisateur on va authentifier que l'utilisateur est toujours en possession de son device. Alors, ce service est bien entendu un service optionnel. Hein. On n'est pas obligé de tracer les postes de travail. Il faut le consentement de l'utilisateur, il faut que ce soit en conformité avec la stratégie d'entreprise, mais on aura une géolocalisation mondiale du dispositif. On aura une visibilité globale et on va avoir également une atténuation des pertes de propriété intellectuelle. Je vous donne un exemple très simple. Si jamais on sauvegarde des documents qui sont à destination exclusive du comité de direction et que l'on retrouve ces documents dans des sauvegardes d'utilisateurs qui ne font pas partie du comité de direction, et bien là, on va identifier qu'il y a une fuite de données. Ce n'est pas normal qu'on retrouve ce type de données. Donc, on va pouvoir tracer et on va pouvoir mettre en œuvre des actions conformément à la politique lorsque l'on va découvrir ce genre d'agissement. Là encore, on peut effacer à distance, on peut chiffrer les données. Donc, comme je vous disais, la gouvernance, la compliance, le data management, c'est fondamental au-delà de la simple restauration de données sauvegardées. Donc, on va avoir une collecte proactive des données. On va typer automatiquement les données que l'on sauvegarde, hein, quelle que soit la source. Par exemple, si jamais on trouve dans les données sauvegardées des numéros de sécurité sociale, des numéros de carte de crédit, on peut peut-être en déduire que ce sont des données personnelles et que ces données personnelles, il faut les traiter différemment des données de l'entreprise. On va peut-être mettre en œuvre un droit à l'oubli pour être en conformité avec la GDPR. J'ai parlé des journaux, des chaînes de possession pour la spoliation, donc c'est aussi quelque chose de très important. Donc vraiment, ce système dans le cloud permet de faire du data management en plus de la sauvegarde-restauration classique. Donc, cette compliance proactive, il y a avec le système un très grand nombre de templates. Donc, on a surtout des templates américains, mais bien entendu, on a des templates européens comme le RGPD. Mais on a la possibilité aussi de fabriquer soi-même ses propres templates pour analyser les données et en fonction de leur sensibilité. On a la possibilité de déclencher des actions. Alors, il y a des actions qui sont intégrées au système, hein, comme la destruction ou le cryptage, mais on peut aussi scripter un certain nombre d'actions qui seraient susceptibles de faire un rapport, qui sera envoyé à un administrateur, par exemple. Dernier point, avant de passer à la démonstration, en ce qui concerne la cyber-résilience, puisque les données sont susceptibles d'être prises en otage, donc chaque fois que l'on va sauvegarder des données, on va analyser ces données. Alors, on ne va pas analyser ces données avec un antivirus, parce que ça, vous l'avez déjà fait sur le endpoint, vous l'avez déjà fait sur votre système, et on pense qu'au niveau de la messagerie, c'est fait également. Mais on va faire une mesure d'entropie, c'est-à-dire qu'on va regarder l'évolution du comportement des données entre deux sauvegardes. Et si jamais on a des taux de modification qui dépassent des bornes admissibles, si jamais on a des accès inhabituels, des restaurations inhabituelles, s'il y a des changements de politique, de période de rétention, si on essaie de raccourcir la période de rétention, tout ceci, ça va lever des alertes et on va considérer que l'occurrence de sauvegarde qui a été ainsi traitée n'est plus apte à restaurer des données saines. Et donc, on va la retirer du catalogue de restauration de manière à ne pas présenter à un utilisateur une version corrompue de ces données. Alors certes, on va augmenter le RPO, au lieu de restaurer les données de la veille, peut-être qu'il restaurera les données d'il y a une semaine ou d'il y a 3 jours, mais comme ceci, on va se protéger contre la restauration d'une occurrence de sauvegarde qui a un caractère anormal. Et en général, ce caractère anormal, c'est qu'il y a un cryptolocker, c'est que quelque chose qui n'a pas forcément encore été déclenché sur le primaire et couve dans la sauvegarde.
Donc, en conclusion, ce qui est important, c'est que ce service Power Protect Backup Service permet de protéger les données, que ce soit au niveau de l'Edge, donc le poste de travers, jusqu'au workload SaaS dans le cloud. C'est une offre 100% SaaS qui permet d'être déployée en quelques minutes. C'est une expérience totalement cohérente, le même tableau de bord, la même expérience utilisateur, quel que soit le type de workload sauvegardé. Vous gardez une visibilité totale. C'est totalement sécurisé avec une souveraineté des données qui est garantie. Mais je pense que le mieux, c'est que Jean-Baptiste vous montre maintenant comment ça va se passer en pratique. Et si jamais j'arrive à donner la main à Jean-Baptiste, évidemment, ça ne marche pas. C'est extraordinaire. Oui. Alors, tu vas me basculer en présentateur, c'est ça? Ben oui, il faut que je bascule en présentateur et je n'y arrive pas. Alors, attends, peut-être que je peux faire la demande. Aïe, aïe, aïe. Comment ça marche? J'ai l'impression que je ne peux pas faire la demande pour être présentateur à distance. Donc, je suis complètement figé là-bas. C'est un grand classique, ça m'était déjà arrivé ça. Ça va revenir, on va attendre quelques secondes. Oui, mais non, ça ne va pas revenir. J'en suis pratiquement certain. Alors. Ah, si, peut-être. Si, c'est bon là. C'est bon. Ah, désolé. Mais je crois que c'est bon. Hein. C'est bon, c'est bon. Excusez-moi. Alors, il faut juste que je partage. Jean-Baptiste, c'est bon, tu es passé en mode présentateur, donc tu peux partager ton écran. Ok. Alors, je vais faire ça. En attendant, moi j'avais une question, François-Christophe. Tu m'entends? Oui, oui. Alors, j'avais une question sur est-ce que donc Power Protect Backup Services est-il multitenant au sens multi-client, étanchéité des datas et si l'interface admin elle est unique pour tous les clients ou pas? Bah, chaque client Je te a l'ai son mis dans le chat. interface. Alors, justement, à l'interface. Vas-y, Jean-Baptiste va présenter l'interface, donc il va répondre à cette question-là. Ouais, parfait. En live. Ça sera la même Super, interface merci. Voilà, exactement. Ça sera la même interface pour tout le monde, hein, mais chacun a sa propre interface ensuite qui lui est dédiée. Donc là, je vais me connecter justement sur l'interface en question. Donc là, j'arrive sur le portail web. Donc, c'est un environnement de démo ou de lab, mais c'est également, ça représente également un environnement que vous auriez en prod, puisque c'est le même portail. Donc, on arrive sur ce tableau de bord qui nous donne donc plusieurs infos, une vue assez simple sur votre environnement de sauvegarde, c'est-à-dire combien de sources vous allez vous protéger, donc combien d'utilisateurs, combien de devices, etc. La volumétrie que ça représente, et ensuite la répartition de la volumétrie en fonction des sources. Ensuite, un détail sur le nombre de sauvegardes, de restauration, etc. Un historique sur les 90 derniers jours de la volumétrie sauvegardée chaque jour, ce qui vous permet de monitorer et savoir s'il peut y avoir des anomalies ou une irrégularité au quotidien. Ensuite, de voir le statut des différentes régions sur lesquelles vous sauvegardez vos données. Et ensuite, le détail, donc pour la partie InSync, comme expliquait François-Christophe. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur la partie Microsoft 365 et un petit peu device. Mais avant de passer à la partie InSync, rapidement vous montrer au niveau du menu, donc la possibilité de gérer les administrateurs, les comptes administrateurs, de créer évidemment des nouveaux comptes et avec des rôles spécifiques. Sachant que vous pouvez aussi personnaliser des rôles
puisqu'on a la granularité pour donner des droits sur certaines fonctionnalités dans l'interface ou non. Et également le détail au niveau de votre licence. Donc, si c'est une licence, là par exemple, c'est une licence Elite. Pour Microsoft 365, j'ai 25 licences, dont 6 qui sont utilisées, et de pouvoir monitorer tout ça. Donc, on va essayer de respecter le temps. Il reste pas beaucoup de temps, donc je vais me dépêcher. On va passer à la partie InSync directement, donc la partie qui concerne Microsoft 365. Donc là, on va arriver sur le tableau de bord propre à InSync. Donc, on va retrouver un résumé au niveau de la partie device. Donc, combien de devices on protège. Là, dans mon cas, j'ai deux PC et 2 iPhones. La partie Microsoft 365 avec un détail pour chaque environnement. Donc, j'ai 6 utilisateurs sur Exchange, 7 OneDrive, 5 Teams et 18 sites SharePoint protégés. Ensuite, là, c'est intéressant puisqu'on peut voir. Donc là, c'est un environnement où il n'y a pas beaucoup de données qui sont protégées. Donc, on voit la différence. Mais en fait, sur un environnement avec plusieurs centaines de gigas ou de Tera même, ça sera beaucoup plus flagrant. En fait, ça va être la différence de la volumétrie totale protégée versus la volumétrie qui va transiter sur le réseau. Donc là, on va voir rapidement l'efficacité de la déduplication à la source. Et ensuite, évidemment, la possibilité de tracer les devices, comme expliquait François-Christophe, que ce soit des PC, des tablettes, des téléphones, etc. Donc ensuite, pour la partie Microsoft 365, la première chose à faire, c'est d'ajouter un connecteur sur votre tenant Microsoft 365. Et une fois que ce connecteur est configuré, vous allez pouvoir ajouter vos utilisateurs. Donc, plusieurs manières d'ajouter les utilisateurs. Donc, soit de manière manuellement, on peut venir ajouter les utilisateurs, soit en important depuis un fichier CSV, soit en mappant un annuaire LDAP, un AD, etc. Il y a plusieurs méthodes pour automatiser tout ça. Et ensuite, on va créer un profil dans lequel on va renseigner ces utilisateurs. Donc, le profil, en fait, ça va être c'est là où on va configurer les rétentions, qu'est-ce qu'on va sauvegarder, etc. etc. Donc, on peut, par exemple, créer un profil pour les ressources humaines, pour les VP, etc. Ou alors, peut-être, si vous avez plusieurs entités réparties en Europe ou dans le monde, un profil pour les utilisateurs en France, etc. Donc là, on va créer un profil, on va l'appeler Power Protect Backup Service pour la démo. Vous pouvez définir un nombre d'utilisateurs maximum pour ce profil. Vous pouvez également, donc là c'est intéressant, si vous avez un salarié qui part de l'entreprise, vous pouvez tout de même garder ces données pendant un certain laps de temps. Donc là par défaut, vous avez 45 jours, mais vous pouvez modifier ce paramètre. Ensuite, vous pouvez créer des alertes. Si par exemple, il n'y a pas eu de sauvegarde de tel utilisateur sur les 7 derniers jours, alors vous remontez une alerte. Et ensuite, tout ce qui est configuration au niveau des paramètres de confidentialité. Donc, est-ce qu'on autorise l'administrateur à accéder aux données utilisateurs ou non? Est-ce qu'on autorise l'utilisateur à modifier tous ces paramètres? Même chose au niveau des logs. Ensuite, est-ce qu'on autorise l'utilisateur à restaurer ces données depuis un portail utilisateur, que je vais vous montrer après? Ensuite, la méthode d'authentification. Donc, on va retrouver plusieurs méthodes d'authentification, comme expliquait François-Christophe. Et enfin, est-ce qu'on autorise la sauvegarde des devices? Ensuite, donc là, j'ai activé la sauvegarde des devices. Donc, on l'active ici. Donc, on va configurer rapidement la partie Windows. Qu'est-ce qu'on va sauvegarder sur les PC Windows, Mac, etc. Même chose pour la partie smartphone. Alors, je me dépêche, je suis désolé, mais on va essayer de respecter un maximum le temps. Ensuite, un schedule et une rétention. Donc, à quelle fréquence on va faire des sauvegardes des devices? Quelle rétention on va leur associer? On peut également configurer des limitations sur la bande passante et au niveau CPU. La possibilité de tracer les devices, comme j'expliquais, de faire du geofencing, c'est-à-dire on va autoriser des restaurations uniquement sur tel ou tel réseau, et plusieurs paramètres au niveau de l'utilisateur. Je pense par exemple à est-ce qu'on autorise l'utilisateur à sauvegarder d'autres éléments que ceux qui sont sélectionnés ici. Ensuite, pour la partie Microsoft 365, c'est très simple. Vous activez cette partie-là, Microsoft 365. On va donc sauvegarder l'environnement OneDrive Exchange. Rien de plus à configurer, à part si éventuellement vous avez des exclusions à renseigner. À cela, vous renseignez une fréquence de sauvegarde et les rétentions. Donc voilà, rien de plus à faire. Finish. Donc là, j'ai configuré
mon profil. Et ensuite, tout simplement, les utilisateurs, je vais les associer à ce profil. Donc, on peut faire si vous ajoutez par exemple un AD, vous pouvez faire des règles de mapping, c'est-à-dire tel utilisateur qui est localisé en France, par exemple, on va automatiquement le mettre dans ce profil. Ou alors en fonction des groupes d'un Active Directory, il y a plusieurs possibilités pour automatiser tout ça. Donc ici, mon compte est déjà assigné à un profil que j'avais déjà créé, mais on retrouve bien celui que je viens d'ajouter. Voilà. Je vais le laisser quand même sur celui qui était configuré à la base. Donc sur mon profil, j'ai mon compte Exchange qui est renseigné, mon OneDrive. Mais si je vais sur un autre profil d'un autre utilisateur, par exemple sur le profil de Nicolas, on va retrouver son ordinateur qui est renseigné également. Si je vais sur Jürgen, je vais avoir son iPad qui est renseigné. Voilà, on va avoir à chaque fois sur chaque profil, sur chaque compte utilisateur, l'ensemble de ces éléments. Donc là, la sauvegarde, on a configuré le profil des utilisateurs. Maintenant, on va pouvoir directement depuis l'interface d'admin effectuer des restaurations. Donc ici, sur mon compte, je viens sur Restore Data pour la partie Exchange. Et je vais pouvoir aller dans Mail, par exemple, et restaurer n'importe quel mail, boîte de réception. Avoir la liste de mes mails et restaurer les mails. Donc, soit restaurer les mails, soit télécharger. Télécharger une archive ou autre. Si vous voulez télécharger toute la boîte mail, vous le pouvez. Un PST, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ou pas? Vous me dites, hein, pour pas que je dépasse, parce que sinon, je peux en avoir pour un moment. On est encore 15 connectés, 15 participants, donc je pense que tu peux aller jusqu'à midi. Je vais passer, donc là je suis sur l'interface administrateur pour faire la restauration. Je vais vous montrer l'interface administrateur, oui, et je vais vous montrer l'interface cette fois utilisateur. Donc là du point de vue du end user pour qu'il puisse faire ses restaurations. Donc là je vais me connecter avec ce compte. Sign in, voilà, on arrive sur un autre portail. Voilà, et ici, on arrive donc sur ce portail et on va retrouver donc Exchange, OneDrive. Si j'avais mon PC qui était sauvegardé, on le retrouverait ici, un iPhone, un iPad, etc. Tout serait affiché ici. Donc pour la partie Exchange, je regarde sur quelle sauvegarde je veux récupérer mes données, à partir de quelle sauvegarde, pardon. Qu'est-ce que je veux restaurer, donc un mail ou autre, boîte de réception par exemple. On peut faire en direct. Si par exemple je suis connecté sur mon compte, on va supprimer password updated, par exemple. Voilà. Je vais le retrouver ici. Et donc, la possibilité soit de télécharger le mail, soit de le restaurer. Et le restaurer en tant que copie ou alors à sa place d'origine. La restauration va démarrer et on devrait assez vite. Voilà. Le mail est revenu en direct sur ma boîte mail. Je vais revenir maintenant sur l'interface administrateur. Voilà, donc ensuite, rapidement, pour terminer, on va retrouver donc la possibilité de faire du reporting, comme expliquait François-Christophe. Donc dans Report, vous avez une liste de rapports qui sont déjà préconfigurés. Donc soit les générer directement depuis ici, hein, par exemple Last Backup Status. Voilà, vous avez le rapport qui est affiché, vous pouvez le télécharger ou l'envoyer par email. Ou alors de cocher ce même rapport et le programmer un envoi avec telle fréquence sur telle boîte mail. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après je vais trop dépasser sur le temps. J'espère que ça a été clair, que vous avez pu voir quand même une partie de l'interface, même si c'est vrai qu'on aurait pu montrer plus de choses. Voilà, merci à vous pour votre écoute en tout cas.